Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dialogue littéraire. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau lieu magique qui vient d'ouvrir ses portes à Brest, la papeterie Dialogue. Dans ce numéro de décembre, nous retrouvons les conseils de lecture d'Adeline au rayon jeunesse. Mais avant cela, retrouvons Laurent Gounel et Laurent Mauvignier. Et maintenant, perdez-vous dans les montagnes du Kirghizistan avec Laurent Mauvignier et Laurence. Laurent Mauvignier, bonjour et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Continuer, un roman à la fois sombre et lumineux qui vient de paraître aux éditions de Minuit. Vous nous y menez au cœur des montagnes du Kirghizistan, dans des paysages immenses et somptueux, aux côtés de Sibylle et Samuel, une mère et son fils, qui sont partis pour plusieurs mois à cheval pour se retrouver entre eux et en eux-mêmes. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce roman et ce qui pour vous a été à son origine? J'étais venu ici même il y a 2 ans pour parler de mon précédent livre qui s'appelait Autour du monde. Et c'était un livre qui parlait de beaucoup de voyages, de plusieurs voyages. Donc j'avais cette chose des voyages qui était là très dans mon esprit, mais qui étaient des voyages qui traitaient plutôt de la mondialisation, du côté un peu superficiel de ce qu'on peut aller chercher dans les voyages. Et puis il se trouve qu'à l'époque, j'ai lu un article dans Le Monde, un article écrit par une journaliste qui s'appelle Pascale Kremer, et qui évoquait l'histoire d'un homme qui est parti au Kirghizistan avec son fils, pour un petit peu pour le ramener un petit peu dans le droit chemin parce que c'était un adolescent qui avait des problèmes. Vous savez, c'est les choses qu'on se dit parfois tous. Et si ce matin on n'allait pas bosser et qu'on décidait de ne pas subir sa vie, qu'on décidait de prendre le temps d'aimer les gens qu'on aime, de les aider à traverser certaines épreuves, etc. Et puis très vite, il y a eu l'idée d'une femme en fait, de Sibylle. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'étais en train de commencer à écrire un livre, en fait. Voilà. Alors, dans Continuer, vous nous menez donc dans un véritable voyage initiatique auprès des deux personnages que sont Sibylle et Samuel, des personnages dont les portraits vont s'esquisser petit à petit et à travers les regards que l'un porte sur l'autre et inversement. Ces regards, ils évoluent et au fil du roman, les personnages gagnent en profondeur et en humanité. Alors, est-ce que c'est tout l'enjeu d'un roman de révéler les personnages, de révéler ces personnages dans toute leur humanité ? En tout cas, je ne sais pas si c'est tout l'enjeu, mais en tout cas, c'est ce qu'un roman peut faire, peut-être plus que n'importe quel autre art, c'est-à-dire faire ce qu'on ne s'autorise plus à faire dans la vie, c'est de prendre le temps. Prendre le temps, vous savez, quand on rencontre quelqu'un dans la vie comme ça, très vite, on se fait une image tout de suite, et puis on ne prend pas le temps d'approfondir. L'un des, peut-être, oui, des enjeux d'un roman, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe après quand on enlève nos masques, quand on enlève nos petites panoplies derrière lesquelles on apprend bien studieusement à se cacher? Alors si le roman se passe au Kirghizistan, s'il nous conte une histoire intime entre une mère et son fils, il est aussi très proche de notre réalité, de notre actualité, et il s'interroge sur la peur, sur celle qui est en chacun de nous, la peur de l'autre, la peur de nous-mêmes également. Comment cette peur s'est alors invitée dans le roman ? C'est un sujet que j'avais déjà abordé plusieurs fois, et puis à travers la peur, il y a une autre question qui se pose, qui est la question de l'ignorance. Dire voilà, on a cet adolescent qui se retrouve dans un pays et où il découvre que des gens peuvent être musulmans sans être arabes, qu'ils boivent, et qu'il y a plein de façons d'être musulman, comme il y a plein de façons d'être français. Et pour moi, là, s'il y a quelque chose de politique dans un roman, c'est cette question de ramener toujours au fait que la masse, ça n'existe pas. Et que là où on commence à penser en masse et en catégorie, le fascisme et l'autoritarisme ne sont jamais loin. Et que pour moi, le roman, de ce point de vue-là, est un contrepoison total, puisqu'il ne dit pas cette population, il dit cet individu dans cette population. Laurent Gounel a écrit des romans que nous sommes nombreux à plébisciter, et ce dans le monde entier. Laurence a eu la chance de le rencontrer en vrai. Retrouvez-les tous les deux tout de suite.
Laurent Gounel, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour Laurence. Vous venez aujourd'hui nous présenter « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », votre 5e roman qui vient de paraître aux éditions Quairo. Et vous nous y contez l'histoire d'Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse qui est consultante en communication et qui va décider d'aider son ami d'enfance, Jérémy, prêtre de campagne à Cluny, en Bourgogne, qui lui confie être accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Vous faites donc se rencontrer dans ce livre deux mondes, la religion catholique et le monde du marketing. Comment cela s'est-il imposé et comment est né ce roman? Alors d'abord, c'est un roman qui s'intéresse à la spiritualité en général et pas que au catholicisme, voilà, puisque finalement c'est l'histoire, vous l'avez dit, de cette jeune femme Alice qui est parfaitement athée, qui est dans le monde de l'entreprise, consultante en marketing, en communication, et qui va vouloir aider en effet Jérémy, son ami d'enfance qui est devenu prêtre. Et du coup, elle va se former à la spiritualité pour aider son ami. D'abord, elle va lire en effet la Bible, enfin les évangiles. Pour elle, c'est complètement nouveau. Elle va essayer de se l'accaparer un peu comme elle ferait du dossier d'une entreprise cliente, donc de manière très pro. Mais ça l'amène en fait à se plonger non seulement dans la Bible, mais par la suite dans d'autres courants spirituels plus asiatiques comme le taoïsme, l'hindouisme ou le bouddhisme. Et donc elle va voir dans les messages, par exemple, de Jésus, des préceptes de développement personnel. Et toute sa démarche dans le roman va être de revenir véritablement à la dimension originelle des paroles de Jésus, en s'émancipant du dogme ou des dogmes actuels de la religion. Comment ça s'est passé pour vous au moment de l'écriture du roman, ce retour vers la parole originelle de Jésus, qui n'est pas quelque chose qui est une véritable recherche en fait? Oui, d'abord moi je n'ai pas eu d'éducation religieuse à l'origine, parce que mes parents sont issus de deux religions différentes. Mon père était protestant, ma mère catholique. Ça peut sembler très proche, mais en fait, c'était plutôt les guerres de religion à la maison, ce qui fait que j'ai eu aucune éducation religieuse. Et donc, quand je me suis intéressé à ça, j'ai voulu comprendre le message d'origine. C'est-à-dire, quand je rentre dans une église ou un temple, les rituels, la liturgie me semblent assez étrangers. D'accord, ça ne me parle pas vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai voulu comprendre quel était le message d'origine de Jésus. Et je trouve qu'il y a un décalage assez important entre ce message d'origine et celui qui est assez souvent transmis aujourd'hui aux fidèles des religions chrétiennes. Alice, au moment où elle se lance dans cette quête spirituelle, a déjà suivi de nombreux séminaires de développement personnel. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Elle a appris ainsi à mieux se connaître, à s'accepter telle qu'elle était. Mais en effectuant ce cheminement vers la spiritualité, elle va être confrontée à une question fondamentale qui traverse tout votre livre, à savoir qui est-on vraiment au fond de nous lorsqu'on se libère de tous nos attributs, de toutes nos fausses identités qui nous font nous sentir avoir de la valeur aux yeux des autres, qu'on pourrait réunir sous le terme d'ego. Alors, est-ce que c'est avant tout un livre sur l'ego dont il faut se libérer pour aller vers le bonheur? Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert que la plupart des spiritualités et des religions avaient en fait des points communs au niveau du message et invitent à une libération de l'ego. Donc l'ego, c'est en effet ces fausses identités, vous voyez, ce à quoi on s'accroche pour tenter d'exister aux yeux des autres et parfois aussi à ses propres yeux, mais en fait qui nous éloignent de qui on est véritablement. Et donc Jésus, comme d'autres mouvements spirituels, nous invite à nous libérer de cet ego, en fait, nous libérer de tout ce que l'on n'est pas finalement pour faire émerger notre véritable soi. Nous retrouvons maintenant Adeline et ses conseils de livres pour enfants. Bonjour Adeline. Bonjour Caroline. Alors tu nous as sélectionné quelques livres, un roman je crois, un album. Oui. Alors lequel est-il? L'album, c'est Le Bain de Burke, chez Pastel. Donc Pastel, c'est le bureau belge de l'école des loisirs. L'album est écrit et illustré par Julien Béziat. C'était déjà le génial auteur-illustrateur du Manche Doudou. Et on retrouve les mêmes héros, les mêmes personnages, toute cette famille de doudous. Les tout doux, les poilus, les animaux, les qui puent, parce que les doudous parfois ça pue. Burke par exemple, c'est le doudou préféré, c'est le chouchou, celui qu'on lave jamais, celui sur lequel on bave, celui avec lequel on dort, celui qu'on traîne partout, et surtout c'est celui qu'on lave jamais. On est sur le bord de la baignoire, notre jeune héros a fait couler son bain, il va chercher un petit truc dans sa chambre, et pendant ce temps-là, c'est la catastrophe.
Burke glisse, tombe dans la baignoire, panique chez les doudous. Ça finit bien pour tout le monde, ils sont tous un peu mouillés, un peu recouverts de mousse et d'autres choses aussi, mais je dirais pas quoi. Ce serait gâcher le plaisir. Et si je veux l'offrir à des enfants, à partir de quel âge? À partir de 2 ans, c'est super. 2-3 ans, jusqu'à 29, 30 ans, ça marche bien. Très bien, merci, c'est noté. Donc le deuxième livre dont tu vas nous parler est un roman cette fois. Oui, un roman qui s'appelle Un garçon nommé Noël. C'est publié aux éditions Helium, écrit par Matt Haig et illustré par Chris Mould, avec un jeune héros au cœur pur qui triomphe de tous les obstacles. Il a une vie toute pourrie. Là-haut, très là-haut, dans le froid, à la frontière avec la Norvège, il vit dans la forêt, seul avec son papa. Il n'y a pas grand-chose à manger. Les jouets, il ne sait pas trop ce que c'est. Il a une jolie poupée en navet, mais c'est tout. Et il va vivre une aventure assez extraordinaire. Il est né le 25 décembre. Il s'appelle Nicolas. Il va partir à la recherche d'un village mythique qui s'appelle Lutembourg. Sur sa route, il va croiser un renne qui vole. Et dans cette aventure, il va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Si vous avez deviné, tant mieux pour vous. Sinon, je ne dis pas. Ce serait gâcher le plaisir de la lecture. Je crois que j'ai deviné, mais je vais le lire. Voilà. Un roman pour tous donc. Pour tous, qu'on peut lire à partir de 9-10 ans, si on aime la lecture. Et enfin, tu nous as sélectionné un autre livre intelligent. J'ai l'impression que c'est un atlas. C'est un très grand atlas, un très bel atlas. C'est un atlas nécessaire, je pense. Chez Actes Sud, l'atlas Comment va le monde, avec une fine équipe, Laure Flavini et Jessie Magana au texte, Aurélie Boissier-Recart et Séverine Assous à l'illustration, qui permettent aux lecteurs de découvrir le monde sous un jour un peu plus neuf, un peu plus original. On va avoir des questions, des grandes questions qui dirigent le monde. Pourquoi est-ce qu'on part du pays dans lequel on vit? Et puis des questions un peu plus légères, mais qui touchent aussi au quotidien. Comment est-ce qu'on danse? Qu'est-ce qu'on mange? Ça apporte plein d'informations, ça aide à mettre en perspective le monde dans lequel on vit. Ça finit sur une touche très positive avec des solutions, avec des choses qui changent, que ce soit d'un point de vue environnement, énergétique, stabilité dans le monde. Très éducatif. C'est très positif, il y a de l'espoir. Le monde va pas très bien, mais ça peut changer. Voilà. Merci Adeline. De rien. Merci Caroline. Dialogue littéraire, c'est désormais fini. Nous nous retrouvons l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, joyeuses fêtes de fin d'année.